Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on explore la gestion de l'eau potable au Maroc. On a reçu une analyse systémique assez détaillée et notre mission, c'est de comprendre un peu comment ça s'organise, comment l'eau arrive de la source jusqu'au robinet et surtout comment on garantit sa qualité, sa disponibilité, surtout dans ce contexte de stress hydrique dont on entend beaucoup parler. Alors, si on décompose un peu, on voit qu'il y a plusieurs acteurs. L'ONE, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, qui a l'air d'être un peu le poids lourd. Oui, tout à fait. L'ONE, c'est vraiment l'acteur central. Il assure plus de 85% de la production d'eau potable au niveau national. Et c'est lui qui pilote les très gros investissements, hein. Les barrages, les usines de dessalement. D'accord. Et à côté de l'ONE, il y a les agences de bassins hydrauliques, les ABH. Elles, leur rôle, c'est plus local. Exactement. C'est une gouvernance un peu hybride, pourrait dire. Les ABH, elles, sont là pour planifier et protéger la ressource à l'échelle du bassin versant. C'est la bonne échelle, géographiquement parlant. C'est logique. Mais l'analyse soulignait quand même un défi de coordination entre ces différents niveaux. Par exemple, sur les pertes en eau. Ah oui, les pertes en eau, c'est un excellent exemple de ce défi. C'est un sujet technique mais crucial. Qui est responsable de quel bout de tuyau? L'ONE qui produit, le distributeur local, qui peut être une régie, un privé. Je vois. Ça demande une sacrée coordination pour savoir qui fait quoi, qui répare, qui investit pour moderniser. Voilà. Et quand on sait que chaque goutte compte, maîtriser ses fuites, c'est absolument fondamental. C'est un point où la responsabilité partagée peut parfois poser problème ou si la coordination n'est pas parfaite. Et tout ça, c'est encadré par une loi, la loi 3615. Elle pose le droit à l'eau, mais aussi des principes comme utilisateur-payeur. Et surtout, pour la qualité, il y a une norme, la NM 37001. Oui, cette norme, c'est la clé de voûte sanitaire. Elle fixe des limites très strictes pour des dizaines de paramètres microbiologiques. D'abord, zéro E. coli, c'est la base. Les séro et colis, d'accord. Et puis, physico-chimique, le pH, la turbidité, mais aussi les nitrates, pas plus de 50 mg par litre. C'est important à cause des pollutions. Ou le plomb, moins de 10 microgrammes par litre. C'est très précis. Et cette qualité, justement, elle est menacée par la raréfaction de l'eau due au climat. Les chiffres sont assez dingues, non? On est passé de 2560 mètres cubes par habitant et par an en 1960 à, 620 aujourd'hui? C'est ça, environ 620 mètres cubes. On est en situation de pénurie structurelle. C'est pour ça que le Maroc se tourne massivement vers les ressources dites non conventionnelles. Et là, le leader, c'est le dessalement d'eau de mer. Ah oui, le dessalement. J'ai lu l'objectif 50% de l'eau potable issue du dessalement d'ici 2030. C'est énorme. C'est colossal. C'est une vraie révolution technologique et stratégique. Ça vient compléter le traitement conventionnel des eaux de surface, vous savez, la coagulation, décantation, filtration sur sable. Le traitement classique des rivières ou des lacs. Voilà. Et puis la désinfection finale, souvent au chlore, pour garantir que l'eau reste saine dans tout le réseau. Le dessalement, c'est une autre technologie, souvent l'osmose inverse. Indispensable aujourd'hui, mais ça consomme pas mal d'énergie. Bien sûr. Alors, une fois traitée, cette eau, elle va dans des réservoirs, j'imagine, puis dans les canalisations, de plus en plus en PVC ou PEHD, c'est ça, pour éviter la corrosion et les fuites? Oui, ces matériaux modernes aident beaucoup. Mais le rendement des réseaux, ça reste un combat permanent. Les pertes, c'est pas juste les fuites physiques, hein. Ah bon? Quoi d'autre? Il y a aussi ce qu'on appelle les pertes commerciales, les compteurs qui sous-estiment, les branchements illégaux. Au total, on estime que ça représente entre 5 et, dans certains cas, plus de 25% de l'eau injectée. Waouh, 25%. C'est énorme comme écart. Ça dépend de quoi? De l'âge du réseau? En partie, oui. De l'âge, de l'entretien, de la pression, de la rapidité à détecter et réparer les fuites, mais aussi de l'efficacité de la gestion clientèle. Réduire ça, c'est une priorité absolue. Le PNAEP, le Grand Plan National pour l'eau, y met de milliards de dirhams. Le PNAPI, oui, on va y revenir. Et pour la qualité, même avec des tuyaux neufs, comment on s'assure que l'eau reste impeccable jusqu'au BI? Le contrôle est constant. L'ONE a un laboratoire central super équipé, accrédité ISO 17025, la norme internationale, plus quelque chose comme 73 labos en région. Ils analysent en permanence. D'accord. Mais la vraie difficulté, souvent, c'est la qualité de l'eau brute, avant même le traitement. Les pollutions domestiques, industrielles et surtout agricoles, les nitrates qui contaminent les nappes, c'est un vrai souci dans certaines zones. Et si un problème est détecté sur le réseau, il se passe quoi?
Il y a des plans d'urgence sanitaire, alerte des autorités et de la population, distribution d'eau par d'autres moyens si besoin, et bien sûr, identifier et corriger le problème technique. Bon, si on essaye de résumer, on a un système marocain qui est quand même très structuré, avec des acteurs clairs, des normes, des contrôles qualité poussés, une vraie ingénierie, Oui, c'est un système robuste sur le papier. mais il est confronté à un défi existentiel, la baisse dramatique des ressources en eau. Quand on voit les barrages à 23% de remplissage début 2024, ça fait froid dans le dos. Absolument. Le changement climatique frappe fort. La réponse, c'est ce fameux PNA-EPI 2020-2027. Un plan massif, 143 milliards de dirhams. 143 milliards, et il vise quoi principalement? Il agit sur deux leviers. Augmenter l'offre, plus de barrages, beaucoup de dessalement, et aussi interconnecter les bassins pour transférer l'eau là où elle manque, les autoroutes de l'eau, et gérer la demande, réduire les pertes réseau, économiser l'eau en agriculture, sécuriser l'accès en milieu rural. C'est très ambitieux, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toute cette technologie, ces investissements énormes, est-ce que ça va suffire face à l'ampleur du manque d'eau qui s'annonce? C'est la grande question, effectivement. Les infrastructures, c'est indispensable. Les usines de dessalement géantes, les transferts d'eau, l'amélioration des réseaux, tout ça est nécessaire. Mais est-ce suffisant? Peut-être que la vraie clé, au-delà de la technique, c'est aussi une évolution culturelle, une prise de conscience collective vers ce qu'on pourrait appeler une sobriété hydrique. Une sobriété partagée, voilà. Partagée par tout le monde. Les citoyens au quotidien, les industriels, mais aussi et surtout l'agriculture, qui reste de loin le plus grand consommateur d'eau. Sans cette évolution des mentalités et des pratiques, même les meilleures infrastructures pourraient atteindre leurs limites. C'est une réflexion essentielle pour envisager un avenir durable, je crois.